Les étoiles, l'astrophysique, Merci beaucoup. C'est toi qui règles? la vie ailleurs, tout ça, ça vous parle? Ouais. C'est très troublant comme matière. Jean-Pierre Bibring, astrophysicien. Alors, je vais vous faire une confidence. Ça va commencer de manière un peu particulière. Non, non, face caméra, face caméra. Mais la caméra, je m'en moque. Vas-y, vas-y. Ah. J'ai bu une grande bière avant notre rencontre, mon cher Jean-Pierre. Bon, on n'était pas là l'année dernière, mais l'année d'avant, et encore avant, si je ne me trompe pas. Habituellement, la rencontre avec Jean-Pierre Bibring, qui est bien plus qu'un scientifique, hein. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir. C'était un certain Marcel Tria qui s'en chargeait. Il jouait les naïfs, les faux naïfs. Et comme on ne remplace pas Marcel Tria, je ne sais pas comment faire, à part que tu vas dire quelque chose sur Marcel, forcément. Merci d'abord, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions à se retrouver ici pour un tas de raisons et pour celles que tu viens de dire en particulier. Marcel, c'est un ami de pratiquement 50 ans, enfin plus de 40 ans, puisqu'on s'était découvert, si je puis dire, au moment de Lorraine Cœur d'Acier. Et c'est vrai que pour moi, c'était un peu le prototype de ce qu'on aimerait être, des fonctions comme des fonctions de journaliste, venant réellement non pas du cœur, mais du corps de la société. Quelles qu'ont été les activités de Marcel, il arrivait toujours à fondre les deux choses, ce qu'il était profondément et les fondamentaux qui ont conduit à sa vision du monde et qu'il traduisait dans son activité. C'est vraiment quelqu'un d'une incroyable chaleur. Et quand, il y a quelques années, il m'a proposé, en fait, c'est de lui qu'était venue l'idée de faire quelque chose ensemble, à vrai dire, non pas ici, mais à Uzès, au festival de l'UBA, donc c'était il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ça a été, pour moi et pour beaucoup d'entre nous, quelque chose d'extraordinaire, parce que pour la première fois, au cœur d'un festival que tout le monde connaissait comme un festival de musique, autre chose sortait, qui était effectivement la contribution de la CGT à ce festival, beaucoup de choses sur l'humanisme, l'humanité, et je crois que c'est à ce moment-là que Charles en particulier a réalisé que depuis le temps qu'on disait qu'il faudrait que ça se passe aussi vraiment à l'humanité, il faudrait le faire. Donc c'est ça le cheminement qui fait que mon amitié avec l'ami Tria s'est soldée par des rencontres ici, que j'ai vraiment toujours beaucoup aimées. On va peut-être en parler un peu, mais je ne sais pas à quoi sert l'astrophysique, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les amis de l'UMA et l'UMA sert. Et ça, Tria le savait et a beaucoup contribué. Ouais. Bon, on a une grosse pensée pour Marcel. La différence avec Uzès ici, c'est qu'il y a du bruit. Et puis, on n'a pas d'étoiles, quoi. Il n'y a pas la voûte étoilée. Le cadre n'est pas tout à fait le même, encore qu'on peut tout imaginer là. Hein. Ouais. Avec l'imagination, on va loin. Mais l'astrophysique, c'est pas simplement regarder le ciel le soir. Tout le monde, d'abord, fait un peu la confusion entre l'astronomie, l'astrophysique, se repérer dans le ciel, les constellations, tout ça. C'est super de se repérer dans le ciel. Moi, j'aime énormément regarder les choses. Mais il y a une chose incroyable avec l'astrophysique, et du ciel. Le ciel n'a pas changé depuis des millénaires pour l'essentiel. Les mêmes gens regardent les mêmes choses au même moment. Et pourtant, à partir de cette même observation, les traductions de cette observation comme représentation de l'univers, de ce que cela dit, éventuellement la transmission sous forme de dogmes qui vont être très loin, puisque les théismes, poly et monothéismes sont nés de ça, ont changé. Et ça dit quelque chose d'important, c'est que entre une observation et son interprétation, il y a tout un jeu de choses qui arrivent, qui fait qu'on interprète une observation. Et ce que fait l'astrophysique aujourd'hui, c'est sûrement ça. De permettre de donner à voir une certaine interprétation de ce qu'on peut voir, mais comme on va peut-être le dire tout de suite, sinon les gens le savent déjà, l'essentiel de ce qui permet de comprendre l'univers, c'est pas dans le ciel observable qu'on le voit. Et c'est ça qui est aussi très important, de réaliser que notre vision, notre accès à l'espace, essentiellement par nos yeux,
qui voit quelque chose que le cerveau interprète après, elle est extraordinairement partielle. Parce que l'œil est un organe qui a été adapté au cours du temps, si on croit au darwinisme, et j'en fais partie bien sûr. Il a été adapté à voir ce que le soleil essentiellement nous donne à voir. Donc, on a une vision extraordinairement biaisée de l'espace si on ne fait confiance qu'à ce que notre œil voit, parce que notre œil ne voit qu'un petit nombre d'informations. Il y a beaucoup d'autres informations dans l'univers, et c'est depuis, et c'est ça la grande chance du XXe siècle, qui nous a donné accès à peu près à tout ce qu'on appelle les vecteurs d'information, du rayonnement, mais dans plein d'autres domaines que ceux auxquels l'œil est sensible. Et il n'y a pas que du rayonnement, il y a des particules, il y a plein d'autres choses. Et c'est cette vision globale qui a totalement changé notre représentation de ce qu'est l'univers. Le fait que l'univers est dynamique et non statique, c'est directement, ça découle de ça. Eh bien, ça ne découle pas d'une observation que l'œil est capable de faire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il y a dans l'histoire des moments forts où des gens ont été capables de proposer des choses qui sont même contraires à ce que l'observation immédiate donne. Je donne toujours l'exemple de Galilée et de l'immobilisme. Ici, on ne bouge pas, on n'a pas l'impression de bouger, on ne sent pas le mouvement. Et donc, tous les dogmes qui se sont construits au cours des siècles sur le fait que la Terre est centrale, immobile, et donc créée comme telle, avaient une assise observationnelle, parce que par l'observation, tu ne sens pas le mouvement. Tu ne sens pas. Et quand tu regardes le ciel le soir, tu as l'impression que tout tourne, parce qu'effectivement, tout tourne, et nous, on ne tourne pas. Et ça a été l'entrée, si on peut dire, de tous les dogmatismes liés à ce que, entre autres, le créationnisme et surtout les monothéismes ont imposé la création. Eh bien, ce que fait l'astrophysique, et on en parlera peut-être ici par rapport aux grands enjeux de ce siècle, et c'est à ça que ça va servir, c'est d'être capable à un moment donné de prendre du recul par rapport à ce qui paraît être dogmatiquement enseigné comme des lois d'évidence, mais ce ne sont pas des lois. Et il y a possibilité et nécessité, ou plus exactement il y a nécessité et maintenant possibilité de les dépasser. C'est une école de la déconstruction, au sens Jacques Derrida du terme? À condition que cette école soit suivie de la construction. C'est-à-dire que l'astrophysique, elle ne s'arrête pas à la déconstruction. Elle te dit il faut dépasser quelque chose, mais dépasser pour construire quelque chose. Donc non, je ne serais pas d'accord avec l'expression de déconstruction de ce point de vue-là. Je rappelle que tu es le père de la mission Rosetta et du robot Philae en 2016 quand même. On va continuer notre parcours didactique avec Jean-Pierre pour de très nombreuses années. Pourquoi on devient astrophysicien en fait? Qu'est-ce qui... Je parle pas forcément de toi, mais qu'est-ce qui enrage le cerveau à un moment donné pour aller jusque-là? Non, mais le pourquoi on devient telle ou telle chose, tu sais bien que ce n'est pas la chose qu'il décide. C'est tout un parcours antérieur qui fait qu'à un moment donné, par le jeu des contingences, on est dans des cycles qui font que l'accès est limité à un certain nombre de choses et tout d'un coup, on a accès à telle ou telle chose. Et donc, si on veut faire de l'astrophysique, c'est parce qu'on a été, à un moment donné, guidé vers un sens de la vie qui est lié directement à l'observation et à la recherche, à se construire à partir d'une observation un mode de représentation nouveau. Mais il y a plein d'autres, dans le monde de la recherche, il y a plein d'autres disciplines qui sont, de ce point de vue-là, tout à fait semblables. Quelqu'un qui va faire de la recherche en médecine ou de la recherche en archéologie, il va être guidé par des préceptes un petit peu équivalents. Après, il y a la spécificité de l'astrophysique sur laquelle on peut revenir, qui est là, pour le coup, très contingente. On a accès à telle ou telle personne à un moment donné, parce qu'on a eu le professeur qui, etc. Alors, parmi les questions de béotien, j'en ai plusieurs, forcément. L'astrophysicien en apprend, paraît-il, tous les jours sur la formation des comètes, donc du système solaire. Mais à quoi ça nous sert? Attends, excuse-moi, à quoi nous sert de quoi? De savoir? Oui. On apprend des choses sur la formation des comètes, oui, oui. De plus en plus. À quoi ça nous sert? Alors, cette question, c'est étrange que quelqu'un qui travaille à l'humanité veuille tout ramener à ce qui sert ou ne sert pas. Parce que celui qui a fait la Joconde, ou celui qui a écrit le Requiem de Mozart, il ne s'est pas posé la question de savoir si ça allait lui servir. Lui, ça lui a peut-être servi pour son salaire. Qu'est-ce que ça nous apprend? Voilà, c'est l'avenir qui dira si ça sert ou pas. En d'autres termes, ce n'est pas ce que tu fais maintenant qui va en soi servir. C'est comme la notion de progrès.
Moi, je suis contre la notion de progrès parce qu'il n'y a pas de progrès en soi. Il y a des développements qui ne seront des progrès que s'ils sont assimilés comme tels, maîtrisés comme tels, comme des progrès. Si une société, à un moment donné, s'empare de quelque chose pour effectivement régler des problèmes de maladie, régler des problèmes de ceci et de cela, on pourra dire qu'il y a un progrès. Mais on sait bien que toute technique peut avoir les deux volets, et même plus que deux volets. On le sait pour le nucléaire, on le sait pour à peu près toutes les choses. Donc, le progrès en soi ne veut pas dire grand-chose. Eh bien, je pense que pour la recherche en général et l'astrophysique, c'est à peu près la même chose. L'astrophysique, en permanence, fabrique de nouvelles visions, de nouvelles représentations. Elle permet même, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner des pistes pour s'extraire des blocages par rapport à des enjeux, mais à charge pour la société de décider qu'il faut le faire. Et donc, il y a un rôle social des scientifiques et des astrophysiciens qui ne dépend pas d'eux, qui dépend de l'environnement dans lequel ils sont. Il y a un petit défilé là-bas. On attend peut-être la fin des marionnettes. Hein. J'ai une question qui me taraude, parce que tu sais, il y a beaucoup de débats sur le thème à propos de toutes ces professions qui coûtent beaucoup d'argent. Est-ce que la conquête spatiale a à voir avec l'astrophysique? Est-ce que la conquête spatiale a à voir avec l'astrophysique? Parce que j'entends dire tout et son contraire. C'est quand même, il n'y a qu'à la fête de l'humanité qu'on peut parler du spatial, de la dynamique de l'univers et des marionnettes multicolores qui représentent l'humanité. C'est incroyable. Tu m'as empêché de répondre à la question d'avant, mais j'y reviendrai. Vas-y. Non, je me marre. Mais je voudrais quand même y redire tout à l'heure sur cette notion d'intérêt de l'astrophysique pour la conquête spatiale. D'abord, cette notion de conquête, c'est quelque chose qu'il faut abandonner, même à l'humanité. Il n'y a rien à conquérir. Le but, ce n'est pas de conquérir l'espace, ce n'est pas d'en faire la propriété. Tout à l'heure, Gérard Mordillat, qui était là, me disait qu'il prépare une série pour Arte sur la notion de propriété. Il veut qu'on fasse quelque chose de spécifique sur la propriété de l'espace, justement. Mais avec cette idée qu'il faut tout faire pour ne pas avoir à la conquérir. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'explore. On l'explore, éventuellement, on se donne des moyens, ou les sociétés devraient se donner des moyens pour l'utiliser à des fins de service public, quelque part, mais il n'y a pas de conquête là-dessus. Même si énormément de gens le pensent comme une conquête, parce qu'il y a des systèmes, le capitalisme en particulier, qui va tout exploiter. Et on sait qu'on peut exploiter l'espace. Et la chose qui va être la plus dramatique, c'est que l'espace proche, entre autres, qui n'a rien à voir avec l'astrophysique, commence à être peuplé de milliers de satellites qui en soi ne sont pas un danger. Ce n'est pas le problème que des satellites risquent de nous tomber dessus. C'est que tout Internet va passer par ces systèmes-là. On n'aura plus de fibres, on n'aura plus besoin de tout ça dans quelques années parce qu'on fera de l'Internet de n'importe où avec ça, sauf que ça sera un petit nombre de trusts, et on sait que le premier, c'est Elon Musk, qui veut en mettre 15 000 dans les 5 prochaines années, et que toutes ces données-là qui vont transiter là seront stockées sur des serveurs aux États-Unis. Donc les problèmes ne sont pas c'est exactement ce que je disais avec le progrès. Ce n'est pas parce qu'une technique est possible qu'elle est nécessairement un progrès. Elle n'est un progrès que si on est capable de la maîtriser. Donc faire de l'Internet par satellite, c'est sûrement pas stupide, à condition qu'il y ait des organes nationaux et surtout internationaux sous l'égide de l'ONU qui contrôlent ce qu'on fait là-haut. Et ça, c'est une difficulté énorme. Ça fait plus de 50 ans qu'on essaye d'obtenir un droit de l'espace qui gère toutes ces questions-là. L'accès à l'espace proche. Les États-Unis ont créé des structures uniquement internes aux États-Unis pour les Américains, pour le gérer. Mais nous, on est exclus de tout ça. Bref, ça va exactement dans le même sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a certaines disciplines qui, à un moment donné, sont nécessaires pour les sociétés. L'astronomie antique était nécessaire. Pourquoi les Égyptiens ont fait beaucoup de choses en astronomie? Parce qu'il leur fallait des gens pour faire le calendrier, prédire les crues, pour savoir à quel moment on va planter les choses, etc. Donc la nécessité d'avoir accès de l'information en regardant ceci ou cela était important. Ça serait très bien qu'aujourd'hui, le monde de la recherche ait la même place. On en a la capacité technique, mais pas la capacité politique et sociale. Personne aujourd'hui ne va aller chercher astrophysicien ou chercheur en biologie pour essayer de régler les grands enjeux qui se posent. Et la raison, c'est que les défis qui se posent aujourd'hui, depuis bien sûr le défi climatique, mais le défi médical aussi, et tous les autres défis qui se posent, sont des défis qui mettent en cause directement le mode de gestion
de la plupart des grandes entités sociales actuellement et politiques sur cette planète. Donc, pour la première fois, les alertes viennent du monde scientifique vers le monde politique. Quand on se souvient Oppenheimer et tout ça, hein, pourquoi Truman a été chercher les scientifiques pour faire la bombe atomique? Parce qu'il avait besoin d'un développement, et c'est le politique qui a été chercher les scientifiques. Et comme on sait, ils ont répondu positivement. Pour la plupart d'entre eux, ils s'en sont mordus les doigts, pour à peu près la plupart d'entre eux après, et Einstein le premier. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est les scientifiques qui disent attention, sur le climat, il y a une alerte très sérieuse. Mais l'alerte suppose des réponses qui mettent en cause les pouvoirs politiques eux-mêmes, puisque l'essentiel des pouvoirs politiques ont intérêt à continuer à vendre des choses. L'énergie qui est au cœur de tout ça, ce n'est pas un bien public, ça le devrait le devenir. Mais ceux qui vendent du pétrole, ce n'est pas parce qu'on en a besoin, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Et donc, c'est ça la difficulté majeure. Et c'est ça qui fait que l'astrophysique, qui change totalement notre vision des choses et qui permet de mettre à bas des dogmes très importants, en particulier sur la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, de ce qu'on est, sur l'évolution de tout ça. Et bon, eh bien, dès qu'on veut les transcrire en mesures, ce sont des mesures qui se heurtent à la réalité. Et donc, on n'est pas invité à parler de ces choses-là. Reviens sur l'intérêt de l'astrophysique. Reviens sur l'intérêt de l'astrophysique, parce que... Alors, l'intérêt spécifique, c'est difficile à dire, il est très multiforme. Je ne sais pas si les gens ici, en majorité, arriveraient à donner une réelle définition de ton travail depuis si longtemps. Et non, oui. Mais ce n'est pas un vrai problème s'ils ne définissent pas mon travail. Hein. Non. L'astrophysique, d'abord, ce n'est pas l'astronomie. L'astrophysique, c'est une science qui ne fait pas que regarder le ciel, qui essaie de comprendre les lois d'évolution de l'univers à toutes ses échelles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une planète est devenue une planète, la Terre est devenue la Terre, la vie, d'où ça vient, quels sont les autres mondes, pourquoi, etc. Bon. On essaye de résoudre ça, mais avec une approche scientifique. Et le proche de l'approche scientifique par rapport à une approche qui serait dite dogmatique, l'approche dogmatique, c'est celle qui affirme des choses sans possibilité de le vérifier. Dieu a créé, etc. C'est une croyance. L'approche scientifique, c'est une approche qui, à partir d'une observation, la transcrit dans une représentation. Le ciel est bleu, voilà pourquoi. La Terre est comme ci, voilà pourquoi. Mais qui n'a de sens que si, à partir de cela, on peut faire une prédiction observationnelle qui sera ou pas confirmée. Et donc, il y a une validation de ce que l'on dit. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on en sait de plus en plus parce qu'on valide au fur et à mesure des connaissances qu'on a pensées qui nous ont permis de vérifier des choses. Et tu vois, si je dis, je ne sais pas, moi, cette chemise est bleue parce qu'il y a tel pigment, à partir de ça, je peux construire quelque chose qui dit, si je fais ce pigment et que je mets ça dans une lessive, j'aurai quelque chose de bleu. Ça valide l'idée que mon pigment, il n'était pas mauvais. Eh bien, le dogme, il ne va pas te dire ça. Le dogme, il va te dire, ta chemise, elle est bleue, point, on l'a faite, c'est comme ça. Et donc, l'astrophysique, actuellement, elle essaye de rendre, par une approche scientifique, une explication de plus en plus raffinée de ce qui fait qu'on est là aujourd'hui pour en parler, à toutes les échelles. Et pourquoi ça pose des problèmes majeurs? C'est que, alors bien sûr, c'est une science tellement vaste qu'il n'y a personne dont on peut dire il est l'astrophysicien. Il y a des astrophysiques de tout un tas de choses. Moi, je suis dans une discipline très particulière, qui est ce qu'on appelle l'astrophysique spatiale, où on construit des instruments pour aller voir depuis l'espace ce qui se passe ailleurs. Et moi, je m'intéresse surtout, on va dire, à la banlieue du système, au système solaire, à la banlieue de la Terre. Eh bien, si on prend ça comme exemple des changements importants qu'il y a eu et qui seront, à mon avis, très importants pour l'avenir, c'est que jusqu'au spatial, on connaissait une planète, la nôtre. On connaissait mal, parce que c'est très difficile d'expliquer ce que la Terre est devenue. Mais c'était la seule qu'on connaissait. Et donc, à partir de là, malgré le fait qu'on en connaissait peu de choses, on pouvait extrapoler ça aux autres. Et donc, toutes les représentations, jusqu'au milieu du XXe siècle, des mondes planétaires, c'était des représentations qui extrapolaient notre propre réalité. Et notre réalité, comme elle n'était pas très bien saisie, puisqu'elle avait été essentiellement utilisée par des dogmes avant et pas assis par des observations et cette démarche dont je parlais, elle était pour l'essentiel fausse. Qu'est-ce qui fait que la Terre est différente des autres mondes? C'est maintenant qu'on s'en aperçoit. Mais avant, on ne le savait pas. Eh bien, en extrapolant ça, on est arrivé à des dogmes qui collaient avec, selon les sociétés, chez nous, tous les monothéismes, en particulier le créationnisme. La pluralité des mondes, qui est une invention de Giordano Bruno, enfin d'Épicure d'abord, puis de Giordano Bruno, à la fin du XVIe siècle, a été ensuite assise par des observations
traduite uniquement dans le cadre d'un dogme imposé qui était « il y a de la vie partout ». S'il y a de la vie partout, c'est parce que les mêmes causes font les mêmes effets, les forces sont les mêmes partout, et donc il y a de la vie ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ailleurs est en train de dire la même connerie que moi. Eh bien, et que l'univers peut être infini, etc. Eh bien, c'est aujourd'hui seulement que grâce à l'exploration spatiale, on s'aperçoit que effectivement la Terre est très différente des autres, mais qui elles-mêmes sont très différentes entre elles. La Terre est différente de Mars, différente de Vénus, différente de Jupiter, etc. On commence à comprendre les processus qui ont fabriqué cette diversité. Et ce qui est extraordinaire, je peux en dire en 2 mots si ça amuse quelqu'un, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au même moment où on s'aperçoit que dans le système solaire, il y a une incroyable diversité dont on commence à comprendre l'origine, au même moment on s'aperçoit qu'autour des autres étoiles, il y a bien des planètes, mais qu'il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on croyait devoir trouver. Il n'y a rien qui ressemble à un système solaire. Il n'y a rien qui ressemble à une étoile avec des planètes proches, des planètes lointaines, et sur les planètes proches, de la roche et du carbone qui est devenu de la vie. Et donc, ça change totalement le processus même d'évolution. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la Terre est devenue la Terre? Avec tout ce que ça veut dire, le volcanisme, les tremblements de terre, la biosphère, pourquoi il y a une biosphère, d'où elle vient. Et maintenant qu'on commence à comprendre l'origine de tout ça, et cette origine, elle est incroyablement fortuite. C'est ça que j'appelle la contingence. Ce qui ne veut pas dire que c'est aléatoire. Ça veut simplement dire que notre ignorance des processus fait qu'on dit que c'est le hasard. Mais c'est notre ignorance qui le dit. Il y a du déterminisme partout. Eh bien, maintenant qu'on sait ça, on sait que l'extrapolation de ce que nous sommes à d'autres mondes n'a pas de sens. Et pourquoi c'est important? On peut se dire, après tout, on s'en moque. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ou pas? Qu'est-ce que ça change? Ça change en fait pas mal de choses. Parce que plus on va dans cette direction, plus on s'aperçoit que les gros enjeux que l'on a actuellement, il faut qu'on les résolve. Il faut qu'on les résolve parce qu'il n'y a pas de fuite possible. Et qu'on ait en plus les résultats de tout un processus. Comme on dit, l'histoire de l'homme, elle plonge dans celle de l'univers, pas seulement de la Terre, mais de l'univers, avec cette notion de poussière d'étoiles dont on parle, bien sûr. C'est-à-dire que tous les atomes qui nous fabriquent ont été faits par des étoiles, dans des étoiles, avant même que le système solaire ne se forme. Mais de la même manière, tous nos atomes serviront aussi, après, ce que personne ne veut voir non plus, à la fabrication d'autres systèmes. On participe aussi à un cycle de reproduction. Et quand on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit que ce qu'on croyait être spécifique aux vivants, à savoir des principes d'évolution particuliers, etc., en fait, ils ne sont pas spécifiques aux vivants. Le non-vivant, l'inerte, pour l'essentiel, est régi par les mêmes processus d'évolution. Et quand on va encore plus loin, mais là, je vais de plus en plus restreindre le champ des gens qui sont d'accord avec moi, dans le monde scientifique, je parle sans parler ici, on s'aperçoit que la notion même de vivant par rapport au non-vivant est une notion profondément idéologique, beaucoup plus que scientifique. On a tellement été bercé là-dedans, dans la nécessité que, parce que la Genèse nous a créés, d'ailleurs je vous rappelle que la Genèse, elle a créé l'homme au 6e jour, et la nature était déjà là. C'est-à-dire que la Genèse déjà a imposé que l'homme soit décalé de la nature, ce qui explique en partie la difficulté qu'on a aujourd'hui à réintroduire l'homme dans la nature, et avec ce décalage permanent qu'on a. On ne se rend pas compte à quel point nos modes de pensée ont été façonnés par 2 millénaires quasiment de préceptes dogmatiques idéologiques de lesquels même les scientifiques ont beaucoup de mal à s'extraire. À tel point que la notion de vivant et de non-vivant, elle fait partie de celle-là. D'abord parce qu'on aime la binarité, on aime les choses binaires, ce qui est complètement stupide, le bien et le mal, le beau et le chou, etc. Et le vivant et le non-vivant. Mais quand on pousse ça à l'extrême, on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il faut penser qu'à un moment donné, le vivant a émergé du non-vivant. Comment vous faites émerger du vivant du non-vivant? La création règle le problème. Mais quand la science essaye de voir ça comme un problème, on s'empaille énormément. Donc il y a tout un débat qui est actuellement au cœur de la biologie, de dire qu'est-ce que c'est que cette émergence de propriété du vivant. Et voilà, c'est... Pourtant, on est... Enfin, tous, autant que nous sommes, on est hantés par la vie ailleurs. Comme si on avait peur d'être seul, d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui en dit long. Ça veut dire qu'il faudrait utiliser d'autres expressions pour présupposer qu'il y ait, comment on pourrait le nommer d'ailleurs, d'autres formes de vie éventuelles, d'autres... Les mots n'existent pas, en fait. Tout le monde dit qu'on est hanté par ça, par cette idée-là. Moi, je vois souvent, même dans l'humanité, des sondages sur à quoi pensent les gens. Et à quoi pensent les gens? Il y a du chômage, il y a de ceci, il y a du cela. Je n'ai jamais vu que la question de la vie ailleurs est dans les... Bon. Je ne pense pas que si on met cette question-là le 22 et le 27 avril prochain pour les présidentielles,
On a tort de dire que c'est une question qui hante. On a envie aussi, on aimerait qu'elle hante quelque part. Certains ont aussi envie qu'elle hante. Moi, je suis assez content qu'on pose cette question, mais ça dépend de la manière de la poser. Parce que cette question, selon la manière qu'on la pose, elle pose réellement le problème du changement de paradigme sur des questions essentielles, sur des lois qui n'en sont pas. Un peu comme on dit qu'il y a une loi du marché, c'est quoi cette histoire? C'est une loi, c'est une construction sociale, etc. On dit que, mais même sur les affaires climatiques, on dit que l'homme est responsable du changement climatique actuellement. Mais c'est dangereux de dire ça. J'ai déjà dit hier, l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant, avec l'ami Tria, parce que Marcel me disait la même chose. C'est vrai qu'il y a 20 ans, quand pour la première fois les scientifiques ont fait l'alerte sur le truc climatique, à cause de ce que je disais, la nécessité de convaincre qu'on a une responsabilité collective là-dedans, c'était important de montrer que c'est bien notre activité et c'est pas le soleil ou je sais pas quoi. Donc pendant longtemps, on a dû dire que l'homme est responsable du changement climatique. Mais maintenant, il faut le dépasser, ça. Parce que si l'homme est responsable comme espèce, il n'y a pas d'autre solution que supprimer l'homme. Et notre objectif, ce n'est pas la fin de l'homme. Si au contraire, tu dis que ce n'est pas l'homme, mais c'est l'homme dans un certain mode de production, et qu'on peut changer ce mode de production, et tout d'un coup, on peut envisager, même pour l'homme, de régler ce problème-là, ça change tout. Et c'est ça le changement fondamental que l'on ne veut pas nous faire prendre maintenant. Mais que beaucoup de gens, et j'aimerais d'ailleurs que plus dans la fête de l'humain on en parle, parce que cette idée, c'est pour ça que d'autres concepts sont sortis actuellement. Il y a eu le concept d'anthropocène. Moi, je me bats contre le concept d'anthropocène pour cette raison. C'est bien de dire que anthropos, l'homme, l'espèce humaine au sens grec du terme, est responsable de quelque chose. Mais à nouveau, ce n'est pas en tant qu'espèce qu'il l'est. C'est dans un processus de relation à la nature, de relation sociale, processus de production. Et ça, on peut l'envisager et on peut le changer. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les jeunes générations prennent ça à bras-le-corps maintenant. C'est pour ça que pas mal de gens maintenant remplacent le concept d'anthropocène par celui de capitalocène ou n'importe quoi, où il y a à la fois le capitalisme et le cène au bout. Je ne sais pas si ça aide de donner un nom, mais en tout cas, c'est ça. Donc, voilà les vraies questions qu'il faut poser. Et cette question de savoir si la vie ailleurs existe, elle n'est intéressante pour moi que parce qu'elle met en cause des modes de pensée qui ont des répercussions bien ailleurs que dans cette question simplement du vivant, qui sont des modes de pensée, à nouveau, qui ont façonné et qui façonnent encore aujourd'hui nos visions, pas seulement de la Terre et de l'avenir, mais de l'ensemble de nos sociétés elles-mêmes. Alors restons sur Terre et avec les humains. L'astrophysicien que tu es, par exemple, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc je me permets, je rebondis, face aux défis énergétiques, d'ici la fin du XXIe siècle et même avant d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? Utiliser le bon verbe. Il y a beaucoup de choses, parce que d'abord, dans l'astrophysique, il y a de la physique. Pour faire de l'astrophysique, il faut connaître des rudiments. C'est une question physiques. politique d'ailleurs, hein, oui, je le signale. Mais... Et donc, il est intéressant sur ces questions-là, d'abord de ne pas penser que c'est que des questions de spécialistes, il faut les laisser faire et qu'ils auront la solution. C'est des questions qui, par construction, par essence, doivent devenir des questions de l'ensemble des gens, qui doivent comprendre ce que sont les problèmes énergétiques, parce que ces problèmes énergétiques sont derrière tous les grands enjeux actuellement. Il n'y a quasiment aucun conflit sur cette planète, aucun conflit qui ne soit pas directement lié au lieu de production ou de transport de l'énergie. Donc cette question d'énergie, elle est absolument fondamentale. Mais penser qu'elle est complexe au sens où il n'y a que des gens formés qui peuvent comprendre, c'est à la fois dangereux et faux surtout. Je pense que ces questions énergétiques, et sans remonter au problème éducatif, bien sûr qu'il faut que ça passe dans l'éducation, mais honnêtement, chaque fois que, pas maintenant bien sûr, mais chaque fois qu'avec des amis ou n'importe on se retrouve et qu'il faut expliquer le b.a.-ba des choses, ça va très vite. En quelques minutes, réellement, on peut faire comprendre les enjeux. Les enjeux énergétiques sont des vrais enjeux, mais ce n'est pas vrai qu'ils sont à ce point complexes. Alors, il faut un peu de physique derrière pour comprendre les choses. Et une fois qu'on a compris la physique, eh bien, on comprend qu'il y a différentes étapes, que dans les 30-40 prochaines années, on connaît la physique qu'il y aura, parce qu'entre la connaissance de la physique et la traduction de ça sur un mode de production qui devient industriel, il faut 20-30 ans. Et c'est les 30 ans pendant lesquels il faudra faire avec ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, il y a un pic à passer, et on le fera avec la physique qu'on connaît aujourd'hui. Et on connaît suffisamment de physique aujourd'hui pour savoir que ce que, rapidement dit, le mix énergétique, à l'échelle planétaire, peut faire. Mais il y a plein d'autres choses derrière ça. C'est qu'il n'y aura de solution, de mon point de vue, que s'il
il y a une énorme bagarre politique qui fait que les affaires énergétiques deviennent non sellement l'affaire de tous, avec la nationalisation des grandes choses, mais qu'au plan mondial, il y a une maîtrise communautaire globale de l'énergie. Parce que le Sahel et le Moyen-Orient n'ont pas les mêmes ressources. On ne va pas mettre une centrale nucléaire au Sahel, mais ils participent aussi à l'exercice commun de production d'énergie de la population. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde qui va avec, c'est que tant qu'on aura, d'une part, des modes de production où effectivement l'énergie est capturée comme un moyen de s'enrichir, mais surtout ensuite, comme on ne veut pas voir que la solution de ces problèmes ne peut être qu'à l'échelle planétaire, ça suppose de modifier à ce point les relations entre les peuples, comme on dit, mais les pays, mais totalement. Et bien sûr, le maître mot là-dedans, c'est la coopération. Il faut qu'on arrête avec l'idée qu'il faut reconstruire des blocs, c'est très personnel ce que je dis, reconstruire des blocs, si possible armés, avec la meilleure défense possible, pour avoir un moyen de faire pression sur le reste du monde. On ne gagnera pas contre la Chine par une Europe défensive. C'est n'importe quoi. Il suffit d'avoir été 2 fois en Chine pour se dire que ce n'est pas avec des armes qu'on va gagner. Et on commence et on continue encore. J'écoutais ce matin, parce que j'étais pas à la fête ce matin, mais j'écoutais le truc de Ockrent, là, c'était effarant. C'était pourtant sur France Culture, où tous les gens, tous les invités disaient la même chose, il faut une Europe de la défense. Et il faut que tout le monde arrive à 2% du PIB là-dedans. Mais c'est incroyable. Moi, j'aimerais bien, ça sort de notre débat ici, mais que dans le cadre de cette présidentielle, surtout dans les organes qui ont les moyens de s'interroger et de réfléchir à ça, on casse cette... il faut vraiment casser cette dynamique-là. Pourquoi il ne faut pas d'Europe de la défense? D'abord parce que dans l'Europe de la défense, la France a une position très particulière. On est les seuls, maintenant qu'il n'y a plus les Britanniques, à avoir l'arme nucléaire. On veut que l'arme nucléaire soit un bien commun des Hongrois, des Polonais, etc. Ça n'a pas de sens. Et est-ce qu'on pense réellement qu'on va fabriquer des fantassins qui vont aller dans des combats contre le reste? Ça n'a pas de sens. Il faut, mais bien sûr que c'est complexe et ça paraît complètement utopique, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de solution autre et que les jeunes le comprendront et le feront parce qu'il n'y a pas de solution et ils trouveront la solution. La solution, c'est la coopération. Et l'avantage de l'astrophysique, pour revenir là-dessus, c'est que pour les grands enjeux d'astrophysique, on essaye de travailler ensemble. Il n'y a pas que l'astrophysique, en physique des particules, tout ça, ça se passe aussi. Et là, on découvre qu'effectivement, il n'y a aucune difficulté de travailler ensemble, alors qu'on a des systèmes de production différents, aucune difficulté. Et ça, il faut qu'on ait la capacité d'extrapoler cette expérience-là du monde de la recherche, et entre autres de l'astrophysique, au monde de la production générale, des échanges, avec un focus sur les affaires énergétiques. Donc oui, de ce point de vue-là, l'astrophysique a beaucoup à apprendre. Elle a à apprendre du point de vue concret, technique, comment on produit de l'énergie, comment on peut faire pour passer ce cap des 30-40 prochaines années. Je parle de ce cap parce qu'au-delà de ça, disons dans 50 ans, non seulement le cerveau humain aura découvert d'autres choses, mais on sait déjà que ce qui est en place actuellement donnera des solutions qui permettront d'oublier un certain nombre de choses qui permettront en particulier sur la fission nucléaire. J'allais te poser la question. Quelles sont ces choses évidentes pour toi? Il y a 2 choses qui sont, de mon point de vue, évidentes. Il faut faire tout de suite une fission nucléaire plus intelligente que la fission actuelle. Et ça, on sait la faire, on peut la faire, et il faut la faire. Mais c'est un des rares endroits où on peut le dire. Il y a très peu d'endroits où on est capable de dire ça. Et ça, il faudra le faire tout de suite. Mais on sait qu'en même temps, le jour où on pourra se passer de la fission, on sera tous très contents. Pour se passer de la fission, il faut qu'on ait des choses de remplacement. Contrairement à ce que disent beaucoup de gens, et l'écologie politique en France, pour ça, est catastrophique, ce n'est pas vrai qu'en recouvrant les autoroutes, où on a suffisamment d'énergie solaire pour faire vivre l'espèce humaine. C'est tout simplement pas vrai. Et si je dis ça, et si je me permets de le dire, c'est qu'on sait exactement combien le Soleil, chaque seconde, envoie dans l'espace. On sait exactement combien la Terre en récupère, parce qu'on connaît la surface de la Terre. On sait exactement la transformation de l'énergie solaire en énergie voltaïque ou en chauffage. On connaît exactement les rendements du stockage de l'énergie. Quand on met tout ça bout à bout, et ça prend 10 minutes, on sait que, malheureusement, on ne fera jamais plus que 15, 20, 25% du besoin de l'humanité avec ça. Donc il faut les autres
Et les gens qui disent qu'on peut tout faire avec, c'est ou bien parce qu'ils pensent qu'au lieu de passer de 8 à 10 milliards d'individus, on va passer de 8 à 2 milliards d'individus. Et on sait que dans les états-majors des grandes firmes, ça fait partie des scénarios. Et quand on réfléchit d'ailleurs aux affaires de pandémie, ça existe dans le bas machin. C'est trop bête. Moi, on a des collègues, j'ai des collègues même en astro, qui disent « Mais oui, effectivement, ça serait beaucoup mieux si on était beaucoup moins nombreux. » Pourquoi on ne serait pas moins nombreux? Ça, c'est le premier problème, ce problème de la décroissance. L'autre problème, pour ne pas être long sur l'histoire, c'est que la fusion nucléaire réglera ça. Il y a pas mal de problèmes à régler. J'allais te poser la question. Bien sûr. Il y a pas mal de problèmes qui d'ailleurs naissent en même temps, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait que la fusion nucléaire réglera le problème. Il y a des problèmes techniques qui sont souvent des problèmes de plomberie, de matériaux. C'est pour ça que ça va prendre encore 30 ans, 40 ans. Mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire confiance sur le fait que ça va arriver pour régler le problème actuel. Donc il faut faire avec ce qu'on sait aujourd'hui, et la fission en fait partie. Mais il y a tout le reste, bien sûr. Et tout le reste, c'est en particulier le solaire. Mais le solaire sur Terre, ça ne marche pas, comme je l'ai dit, parce qu'on n'en reçoit tout simplement pas assez. Ce qui est rageant, à un facteur 10 près ou 5 près, ça suffirait. Mais tant qu'on est 10 milliards et qu'on consomme en moyenne 2 kW par habitant, c'est comme ça. Juste un mot avant d'aller à la deuxième partie. Il ne faut pas oublier que ceux qui disent ça, ils réagissent à l'intérieur d'un certain nombre de pays, dont la France, où on a un accès à l'énergie qui est 3 fois supérieur à la moyenne mondiale. Pour que toute la population de cette planète, dans 20 ans ou 30 ans, ait un accès égal à la moitié de ce que l'on a, il faut multiplier par plus que 2 la production énergétique. C'est une règle de 3 toute bête, hein, c'est très facile. Hein. Il suffit de connaître le nombre d'habitants et combien ils consomment, et on le sait. Ça veut dire que non seulement on ne peut pas réduire la consommation, nous on ne saurait pas avec un facteur 2 en moins. Quand on veut réduire de 10%, on se dit oulala, bon. Donc on met des poubelles jaunes, mais ce n'est pas les poubelles jaunes qui vont augmenter la capacité des pays. Il y a 1 habitant sur 2 de la planète qui n'a pas d'électricité. 1 sur 2. Ils n'ont pas un frigo pour mettre un médicament au frais. Donc c'est marrant de leur dire oui, ben, vous vous débrouillez, il faut produire moins, il faut consommer moins. Ça n'a pas de sens. Si on veut avoir une vision géostratégique, comme on dit, un petit peu non démente, un petit peu humaine, il faut qu'on ait à la fois les moyens d'augmenter la production énergétique globale et de ne pas mettre en l'air l'ensemble de la biosphère. C'est pour ça que le vrai mot d'ordre, c'est la décarbonation et non pas l'arrêt du nucléaire. Dans 50 ans, ça pourrait être différent. À la fois parce qu'on pourra probablement maîtriser la fusion. Je rappelle que la fusion, quand elle a été pensée dans les années 50, on pensait que ça serait dans 10 ans. Bon, ben ça s'est retardé un peu. Mais le solaire, c'est très bien. Dans l'espace, on utilise le solaire tout le temps. On a toujours des panneaux solaires. Simplement, il en faut d'énormes pour faire très peu de choses. C'est très peu efficace. Bon, c'est le problème, c'est comme ça. Le faire sur Terre, actuellement, vu les besoins énergétiques de la population, même réduit globalement, il faut que 2 à 3% de la surface de la Terre soit recouverte. Pour la France, ça veut dire qu'on supprime 2 départements. Alors on a tous l'idée des 2 départements qu'on aimerait voir disparaître, mais c'est ça l'ordre de grandeur. C'est pas le toit de je sais pas. C'est une aberration. Or, si on était capable aujourd'hui de recouvrir 2 à 3% de la surface de la Terre, ça serait une catastrophe climatique. Parce que la Terre, elle ne réagirait pas bien à cela. Donc, même ça serait une arme qu'il ne faut pas manipuler. Je rappelle que Siemens, le jour où on lui a interdit de fabriquer des centrales nucléaires en Allemagne, enfin de les vendre, il a continué à en fabriquer, il les vend en Chine, puisqu'ils sont passés avant nous, évidemment, enfin plus exactement après nous, mais nous, bien sûr. Bon. Et ils ont eu un projet qui consistait à recouvrir toute la bande Sahel, de l'est vers l'ouest, sur je ne sais pas combien, plus de 1000 km. Et avec tout ça en panneaux solaires, ça permettait d'alimenter 350 millions d'Européens, à une condition, c'est qu'il n'y ait pas 1 watt qui reste en Afrique. Mais ça donne un petit peu les ordres de grandeur et de la stupidité des industriels, mais surtout de l'efficacité du solaire. Hélas, c'est comme ça. Donc le mix énergétique est important, mais dans 50 ans, il y aura d'autres solutions. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait capturer du solaire dans l'espace. On sait le faire, mais il faudrait le faire à grande échelle. Il y a 2 problèmes qui peuvent être réglés. Il y en a un qu'on pourrait régler déjà maintenant. Il faudrait fabriquer d'autres lunes, c'est-à-dire dévier un certain nombre d'astéroïdes pour en fabriquer des lunes, pas forcément très près de la Terre.
Il y a pas mal d'expériences qui se font maintenant dans ce domaine-là. Il faut une pichenette très faible pour modifier la trajectoire d'un objet et faire en sorte qu'il reste en orbite autour de la Terre. Ça ne serait pas idiot. Il y a des milliards d'objets comme ça, on pourrait s'en prendre une dizaine. Et après, d'autres lunes. Je ne dis pas ça pour tout de suite, hein, mais bon, on saurait déjà le faire. Après, couvrir tout ça de panneaux solaires à distance, uniquement avec des robots, on saurait faire. Le problème après, c'est de ramener sur Terre efficacement cette énergie sans trop perdre dans les rendements. Parce que si on fait ça avec un grand réflecteur et qu'il y a une oscillation quelconque et qu'on passe à côté du réflecteur sur la Terre, ça risque de cramer les choses. Donc, on est obligé de le mettre dans un autre domaine, dans les micro-ondes. Les micro-ondes, on a moins... Bon, bref. Donc, il y a beaucoup de gens actuellement qui travaillent sur ce genre de choses. C'est juste des pistes pour te dire que si on réfléchit dans cet espace-là de temps, c'est pas très loin, mais disons sur la fin de ce siècle, il y a beaucoup de possibilités qui vont s'ouvrir. Mais ce qui est certain, c'est que dans les 50 ans qui viennent, elles ne sont pas là. Donc il faut faire avec ça et il faut refuser toutes les visions à l'eau de rose qu'on nous offre. C'est surtout pas de la science-fiction ce que tu nous racontes là. Pardon ? C'est le contraire de la science-fiction ce que tu nous racontes. Oui, mais tout le monde sait qu'on vit dans de la science réelle quelque part. Donc l'astrophysique sert aussi à ça. À donner des pistes qui permettent de dire attention, il y a des échecs là, mais il y a des solutions. Il y a des solutions dans la coopération, il y a des solutions dans les montages techniques, il y a des solutions dans telle ou telle chose. Donc l'astrophysique est utile. Mais elle est surtout en amont utile pour combattre les idées de Elon Musk qui dit maintenant, de toute manière, on peut envoyer les gens sur Mars et on va fabriquer un système pour envoyer des gens sur Mars. C'est une aberration à tout point de vue, mais c'est une aberration... En France, on ne peut pas accepter ça parce qu'en France, on croit au darwinisme quand même. Et puis on a cru à Pasteur, etc. On sait que l'homme est intimement lié à la planète dans laquelle il a été progressivement adapté. L'homme n'est pas une création qu'on a mis là. L'homme, c'est le produit d'une évolution. C'est pour ça que d'ailleurs que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure à propos du vivant, mais il n'y a pas d'origine de l'homme. Parce que l'origine de l'homme voudrait dire qu'il y avait un jour, il n'y avait pas l'homme, le lendemain, il y avait l'homme. Non, il n'y a pas d'origine de l'homme. Il y a une évolution continue par transition progressive et l'homme puise ses racines bien en amont de ce qu'on appelle l'origine de l'homme. Eh bien, l'homme, cette évolution-là, elle est intimement liée à l'évolution de la Terre. Et donc, tu ne vas pas recréer ailleurs une autre Terre. La raison pour laquelle Mars est différent de la Terre, c'est pour des raisons liées à ce que la Terre a vécu et à ce que Mars a vécu. Et on ne va pas refaire ce que 4,5 milliards d'années ont fait sur Terre. Donc l'homme n'ira jamais ailleurs autrement que dans des bidons pressurisés autour de la Terre, sur la Lune, sur Mars peut-être. Je pense qu'il n'ira pas à vrai dire, mais enfin, s'il ira, ça sera dans des bidons où on reconstituera l'atmosphère de la Terre là où il sait vivre. Ça n'a pas d'autre sens. On ne va pas transformer l'atmosphère de n'importe quel autre objet dans une atmosphère qui serait adaptable à l'homme. Ça n'a pas de sens. Donc, pour des raisons de fond, réellement, liées à ce qu'on appelle l'évolution et ce qu'est l'homme, ça n'a pas de sens de partir. Donc, la terraformation n'a pas de sens. Le concept de terraformation où le jour où ça n'ira plus, on ira ailleurs, il faut qu'on arrête. On n'ira pas ailleurs. On fera avec ce qu'on a construit sur Terre, au bien et au mal, mais avec l'idée permanente, et c'est là qu'à mon avis, nous, on a une possibilité différente des autres de dire les choses, mais d'un point de vue réaliste, c'est que plus on est lucide sur les problèmes, plus on les voit les problèmes, sur justement des lois qui n'en sont pas, les lois du marché, la propriété privée des moyens d'énergie, etc., plus on se donne des moyens de les résoudre, et plus nous on peut dire il y a des moyens de les résoudre, mais pas en disant il faut faire ça, mais comme on a dit pour toutes les évolutions maintenant sociales, c'est un processus dans lequel il faut qu'on se mette, mais on sait que dans ce processus, une grande partie des ingrédients, c'est de modifier les rapports entre les États et entre les gens, pour mettre la coopération au-dessus de la défense. La disparition du Soleil dans le système solaire, c'est prévu pour quand? Tu vas voir où je veux en venir. 5 milliards d'années, pourquoi? C'est loin. Ça dépend de l'échelle, oui. Ouais. C'est loin de toi et de moi, mais bon. Non, parce qu'en t'écoutant, je me suis dit, mince, mon vieux fantasme anthropologique qui consiste à penser qu'une fois que le système solaire se sera rétracté, ou je ne sais plus les termes scientifiques, et que, de fait, la vie et le vivant disparaîtra de sur Terre, forcément quelque chose aura, et d'ici là, l'ambition de migrer ailleurs. Tu m'enlèves ce vieux rêve anthropologique?
Non, mais il y a beaucoup de choses que je vais virer en même temps. D'abord, cette idée qu'il y a une disparition, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Ce truc-là, ça veut dire quoi? Il n'y a pas le vivant qui existe et un jour, il n'y aura plus le vivant. Le vivant, il n'a de cesse d'évoluer. Il y a un livre intéressant qui s'appelle L'origine des espèces, écrit par un mec dont le prénom était Charles, en 1859. Très bonne lecture. Charles Darwin. Les espèces, mais bien au-delà, ce que j'essaie de te dire, c'est vrai pas que des espèces, mais de la planète elle-même. C'est un long processus d'évolution continue. Ce qu'on appelle le vivant aujourd'hui n'a rien à voir avec le vivant il y a 50 ans, il y a 5000 ans, il y a 500 000 ans, il y a 5 millions d'années, etc. Les espèces qui sont là, la nature qu'on a là aujourd'hui, elle s'est construite pendant peut-être plus de 2 à 3 milliards d'années. La vie n'était que dans les océans. On ne sait même pas sous quelle forme. C'était probablement des êtres unicellulaires qu'on appelle des bactéries, mais on a tort de les appeler des bactéries parce qu'on sait ce que sont les bactéries aujourd'hui. Elles n'ont peut-être aucun rapport avec ces êtres-là d'à l'époque. Ce sont ces êtres-là qui ensuite, des êtres entre guillemets, qui ensuite, par un tas d'injections de produits, des trucs et de machins, de réactions, sont devenus progressivement ce que nous sommes devenus. Mais tout ça va évoluer exactement de la même manière dans les années, les semaines, les années, les millions d'années et les milliards d'années à venir. Donc c'est pas parce que tout d'un coup le Soleil va devenir beaucoup plus grand, etc. D'abord, il ne le fera pas en un jour, ça sera un long processus d'évolution. Il est très vraisemblable que d'ici là, les planètes telles qu'elles sont, elles-mêmes auront évolué en tant que planètes. Vénus aura changé d'orbite, il peut y avoir des chocs entre Vénus et Mars ou la Terre, il peut y avoir un tas de choses qui se passent. La dynamique, ça aussi qu'il faut qu'on prenne conscience. On est trop dans l'idée que les systèmes sont fixes, faits une fois pour toujours, et que c'est pérenne et que ça perdure. Ça, c'est à nouveau, c'est la Genèse, hein, c'est de la Bible, ça. C'est pas comme ça. Tout bouge. Et tout bouge dans l'espace et dans le temps. Et donc, dès que tu mets ça là-dedans, tu t'aperçois que ton vieux rêve, tu t'appelais anthropo, je sais pas quoi, là, il n'a pas de raison d'être. Il a une raison d'être par référence à un mode de pensée qu'on nous a inculqué, dont il est extrêmement difficile de s'extraire. Et le risque que je vois, moi, à ça, c'est que en mettant trop de c'est sympa de rêver au sens comme ça, mais pour moi, un rêve qui ne correspond pas à une utopie réalisable est dangereux quelque part, parce que c'est bien d'avoir des utopies. Moi, j'adore. Il faut, bien sûr, en avoir. Mais il faut que les utopies soient accompagnées de quelque chose qui permet de montrer qu'elles soient réalisables. Que l'homme soit encore sur cette planète à la fin de ce siècle, c'est peut-être une utopie, mais je sais qu'elle est réalisable. Mais je sais aussi que si on ne prend pas des mesures effectivement urgentes, elle peut ne pas être réalisée. Donc il faut et la lucidité et la rendre réalisable. Et à force de ne parler que de la possibilité d'aller sur Mars ou que dans 5 milliards d'années, il faudra aller ailleurs, on fait comme si d'ici là, tout était réglé. Alors justement sur ça, restons sur le réchauffement climatique. Au-delà de la question sémantique sur la responsabilité de l'espèce humaine, etc. C'est plus que sémantique. Hein. Ouais, c'est plus que c'est de l'idéologie même. Politique, bon, peu importe, tu l'as dit tout à l'heure. Toi, Jean-Pierre Bibring, tu en dis quoi là, ici et maintenant du réchauffement climatique? Quelle est la réalité de l'urgence? Mais la réalité, d'abord, je n'ai aucun moyen de dire autrement que ce que les gens qui regardent vraiment les choses peuvent dire. Ces gens-là sont les 250 responsables de ce qu'on appelle le GIEC maintenant et qui sont extraordinairement clairs. Le GIEC n'arrête pas de faire des analyses, des vraies mesures de ce qui se passe et à partir de là fait des projections. Ils en font tous les 5 ans, régulièrement. Il y en a une qui va sortir là. Bon. Je conseille d'ailleurs à tout le monde de lire ça parce que c'est des gros domaines, mais il y a une partie réduite qui s'appelle le résumé pour les je sais pas quoi, comment dire, en fait ceux qui ont des responsabilités politiques. Et c'est très utile à voir parce que, eh bien, ce qui est très étonnant, c'est que au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'ils prennent toujours des barres d'erreur en disant on n'est pas au courant de tout. Donc il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario positif et celui un peu moins positif. Plus ils raffinent, plus ils s'aperçoivent que non seulement on s'approche du plus négatif, mais que celui-là, il se disperse de plus en plus vers encore du plus négatif. C'est-à-dire qu'il y a hélas, on ne se réjouit pas en le disant, il y a hélas une réalité qui fait qu'on a sous-estimé des facteurs, tout ce temps qu'on est, et eux en particulier, qui n'étaient pas évidents parce que c'est des facteurs de physique fondamentale, souvent, qui n'ont pas été pris en compte et qui vont dans le mauvais sens. Donc les choses peuvent aller encore plus vite. Pourquoi est-ce qu'on... Tu me demandes ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que c'est une véritable réalité et qui va se
qui commence à se manifester bien sûr, mais qui va se manifester d'une manière de plus en plus radicale, et que le jour où elle va se manifester d'une manière radicale, il sera réellement trop tard. Parce que les mesures à prendre à l'échelle de 10 ou 15 ans, avec ce que sont les travaux publics, avec ce que sont... s'il faut enterrer des choses... S'il fait moins 40 à La Baule, l'hiver, qu'est-ce que tu fais? Nous, à moins 7, le diesel, il gèle. Je ne dis pas que ça va passer tout de suite, mais si l'évolution fait que, parce que le Gulf Stream va se barrer, etc., il fait à La Baule le même climat qu'à Montréal, nous, on n'est pas équipés en 10-15 ans pour vivre à La Baule. Je dis La Baule, mais ça peut être Saint-Nazaire. Hein. Non, c'est ça que je veux dire. Donc, quand on dit qu'il y a une réalité, la difficulté de ça, c'est qu'au plan politique, tout le monde fait qu'on ne l'aborde pas en disant oui, c'est sûrement très bien, on essaie d'avancer, mais on a déjà mis les poubelles jaunes arrêtées. Donc, on ne met pas l'importance à ce niveau-là. Mais la deuxième chose, c'est que la réalité s'accélère, et plus elle s'accélère, plus la constante de temps, plus le temps qu'il faut pour mettre en place des mesures pour l'arrêter, parce que ça s'amenuise, font que les mesures doivent être de plus en plus difficiles, voire impossibles à mettre en place. Donc, tous les gens qui réfléchissent très sérieusement sont inquiets de ça, sont inquiets du fait que le jour où il y aura une prise de conscience, il y a déjà une prise de conscience universelle, mais pas probablement sur l'urgence de mesures qui... Parce que s'il y avait une prise de conscience réellement sur l'urgence, les gens ils ne voteraient pas pour les parlements qui font. C'est vrai, je le pense vraiment. C'est un peu comme les ouvriers qui votent pour leurs oppresseurs. À un moment donné, on vote pour des gens qui prennent des mesures contre ce qu'ils croient être leurs sentiments profonds. Il faut qu'on arrive à faire cette bascule-là. Sauf qu'il faut le faire très vite. Sans utiliser des mots qui font peur, mais quand même, tu penses à une sorte de point de non-retour, comme on dit? C'est pas une pointe de non-retour en sens où il y aura toujours des espèces qui vont survivre. C'est pas la planète en danger. C'est que progressivement, on va s'apercevoir que l'évolution climatique qu'on fait maintenant, on a tous vécu, pour ceux qui ont été dans le Midi, on a tous vu qu'il y a des fronts climatiques qui montent. Il y a des bestioles qui n'étaient pas là avant, qui montent. Il n'y a plus de buis jusqu'à telle altitude. Maintenant, il n'y a plus de raisins, etc. Bon, on le sent venir. On sent que, vous avez vu que les champagnes Tétinger ont acheté tout l'est de la Grande-Bretagne, parce qu'ils savent que dans quelques années, c'est en Grande-Bretagne qu'ils font leur champagne, et qu'il n'y aura plus de vin de Bordeaux, mais il y aura du vin de Stockholm. Donc la vitesse à laquelle il faudra boire du vin de Stockholm, si tu veux, ça peut être plus rapide qu'on ne pense. Alors c'est pas qu'il y a un point de non-retour, c'est que progressivement le climat va faire ça, il y aura des migrations. Je pense que en France, l'essentiel des gens migreront comme il faut dans les 20 prochaines années. Mais il y aura plusieurs centaines de millions de gens qui ne pourront pas le faire. Qu'est-ce qu'on fera? Vous avez vu la prise de position de Macron le soir de la prise de Kaboul. Il n'y aura pas d'immigrés en France. Qu'est-ce qu'on fera pour les immigrés climatiques? On dira la même chose? Nous, on a un climat tempéré, mais on se le garde? Bon. Donc, je pense qu'il y a un point de non-retour physique. C'est-à-dire qu'on sait que si la température moyenne augmente trop, il n'y aura plus de possibilité de maintenir quelque chose qui risque de stabiliser. Donc ça va continuer à monter jusqu'à un niveau dont il est très difficile, franchement, d'évaluer les conséquences. On sait que si le niveau moyen de la mer monte de plus de 70 cm, Venise par exemple, on ne peut plus y aller. Bon, on n'ira plus à Venise. On prendra un bateau pour voir ce qu'était Venise. Si ça se fait dans 30 ans, ben on est la dernière génération. Ce n'est pas un point de non-retour, c'est Venise. Sauf que pour un Venise comme ça, tu as 350 millions d'individus qui savent déjà que dans 20 ans, probablement, ils ne pourront plus vivre. Je reviens sur ta discipline. L'astrophysique va nous apprendre quoi, là, dans les 20 ans qui viennent, 30 ans qui viennent, d'important, de fondamental, de... Ça m'embête de toujours dire que ce n'est pas la bonne question parce que... C'est pas grave, je le fais exprès. Non, mais tu sais, on dit toujours qu'une bonne recherche, on se pose une question, on fait une recherche, et la recherche est bonne si elle démontre que la question n'était pas bonne. C'est-à-dire que si elle change la question elle-même, parce qu'elle pose de nouvelles questions. Tu me demandes qu'est-ce qu'on va trouver d'important. Évidemment, je ne sais pas. Mais même si je croyais le savoir, ça serait idiot. Je suis convaincu que l'astrophysique, comme le reste, va contribuer à modifier fondamentalement notre vision de ce que nous sommes, l'espèce humaine sur la planète Terre. Ce que j'espère, et ça c'est sûr, parce que ça c'est ce que l'on fait quotidiennement,
en envoyant des sondes, en expliquant pourquoi et comment la Terre est devenue différente. La plupart des gens ne le savent pas, mais c'est quelque chose d'incroyable. On essaye de le populariser, ces idées. Je pense que ça va assez vite. Je pense que dans quelques années, tout le monde en France aura, j'espère en tout cas, parce qu'on essaye de le mettre dans l'enseignement aussi, la notion de la séquence de hasards qui n'en sont pas, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est pas grave, qui ont fait que la Terre est devenue la Terre et que le vivant a démarré sur Terre et pas ailleurs. Donc ça sera très important. Moi, ce que j'espère, c'est qu'en même temps que l'astrophysique permettra ça, et si ça se passe bien dans l'éducation aussi, ça entraînera des modifications, non pas simplement de l'astrophysique dans la culture générale, mais des changements importants, même au plan, disons, social et politique, dans le système éducatif, dans le système de relations internationales, etc. C'est ça pour moi qui serait la victoire de toute la recherche qu'on fait maintenant. Bien sûr, pas que dans le domaine de l'astrophysique, mais la rupture de paradigme qu'on est capable de faire en astrophysique et qu'on fait, qui est peut-être la plus difficile parce qu'elle se heurte réellement au monothéisme dans toutes ses acceptations. C'est-à-dire que ça met en cause l'ensemble des constructions qui ont été réellement ce dans quoi toutes nos sociétés se sont construites, y compris le monde de la culture. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont même non acceptées par les scientifiques eux-mêmes, quelque part, parce qu'on est tous du même... Moi-même, je vois sur les idées que je regarde un petit peu les conférences que je faisais il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, je disais pas du tout la même chose il y a 10 ans, parce que, bon, mais les scientifiques, certains en tout cas, acceptent de modifier leur point de vue. Bon, si l'astrophysique, parce qu'elle fait ça quotidiennement, était capable de dire aux gens et de faire comprendre aux gens qu'un certain nombre de choses qu'on leur inculque comme des lois de la nature ne sont pas des lois de la nature et qu'on peut aller contre à condition de, ça serait... voilà. Moi, j'aimerais que le grand succès de l'astrophysique, ça soit ça. Très bien. On va prendre quelques questions dans la salle, si vous en êtes d'accord. Alors, je ne peux pas donner le micro, mais je le tends. Écoutez, je vous remercie déjà pour cette très belle interlocution. J'ai appris que l'univers est constitué de matière et même d'énergie qu'on ne connaît pas, qu'on ne détecte pas. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces éléments, gaz, matière, inconnus et stables, qui composent la majorité de l'univers? Alors, je traduis la question pour ceux qui auraient, comme moi, pas vraiment tout entendu. Ceux qui font de l'astrophysique dans un certain domaine, ce qu'on appelle la cosmologie, montrent que l'univers que l'on observe, les étoiles, les galaxies, les planètes, tout ça, en fait, ne constitue qu'une toute petite partie, vraisemblablement, de ce que l'univers contient. Et quand je dis une toute petite partie, c'est quelques pourcents, 4-5%. Une des grandes découvertes de l'astrophysique, c'est que 95% de l'univers, après on verra ce que veut dire de l'univers, est peuplé, on ne sait pas si c'est de la matière ou du rayonnement, est peuplé de quelque chose qui se manifeste sur le mouvement, et entre autres sur le mouvement des étoiles dans les galaxies, des galaxies dans l'univers. On ne peut pas comprendre le mouvement... C'est moi? C'est toi? On ne peut pas comprendre le mouvement, par exemple, des galaxies dans l'univers si le mouvement est uniquement dicté par la gravité de ce que l'on voit, de ce que l'on mesure quand on met un télescope. Il faut estimer, il faut supposer que l'univers possède beaucoup d'autres matières, probablement, en tout cas qui se manifesteraient dans la gravité. Pour autant que le mot même de gravité veuille encore dire quelque chose dans quelques années. Et donc la question qui est posée, c'est quoi ces 95%? Je dirais que la première réponse, c'est qu'on essaye déjà d'affiner le fait que ça existe, ces 95%. Après, est-ce que c'est de la matière ou de l'énergie? Les mots mêmes, probablement, vont évoluer aussi, parce que la matière, ça peut être aussi particules et rayonnement. On a utilisé au cours du temps des concepts qui ont été très utiles. Je l'ai dit tout à l'heure pour le vivant, mais on peut le dire sur plein d'autres choses. Par exemple, la notion de force, et je reviendrai dessus. On a tous appris que Newton a dit que c'est la même force qui fait tomber la pomme et tourner la Lune. Et c'est comme ça qu'il a promu une théorie incroyable qu'on a appelée la théorie de la gravité universelle. Et tous les gens qui ont été jusqu'au bac
savent que ça a même une formulation algébrique où deux objets s'attirent en fonction de leur masse, etc., et du carré de leur distance. Et aujourd'hui, on se dit, et après ça a été prolongé pour des particules électriques, un électron tourne autour d'un noyau, un proton. Et après, les gens se disent, mais c'est quoi cette histoire? C'est de la magie noire. Comment la pomme, elle sait qu'il y a la Terre? Comment l'électron, il sait qu'il y a le proton? C'est de la magie, cette construction. Et pourtant, c'est très utile. Et donc, en physique, on est amené assez souvent à dépasser des notions qui ont été très utiles et qui, à un moment donné, se heurtent à un mur qui est que si on continue à faire ça, on est plongé dans des remparts idéologiques qui nous empêchent de penser différemment. Pour la gravité, c'est Einstein avec la courbure de l'univers. Et pour le reste, on a montré que si un électron sait qu'il tourne autour d'un noyau, c'est parce qu'en permanence, il y a des particules qui font circuler de l'information. Et ces particules, elles ont un nom. On les a postulées avant de les découvrir et on les a découvertes. Donc voilà comment ça... En principe, on ne devrait plus enseigner la notion de force, mais d'interaction, etc. La notion de matière, pareil, elle est très utile parce que pendant très longtemps, on dit, voilà, on peut se toucher, ça c'est de la matière. Puis il y a des choses qui doivent exister. L'âme, ça a pris d'autres noms. Et on a appelé ça autrement. Et puis, quand vous ouvrez Wikipédia sur l'âme, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses derrière. On en a construit des choses avec la notion d'esprit, d'âme, de trucs. C'est quoi la réalité de tout ça? Ça veut dire quoi? Donc, la notion même peut évoluer. Donc, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de savoir ce que sont ces 95%. Et là, on n'a pas répondu à ça. Pourquoi? Parce que si on veut résoudre cette question-là, dans les concepts actuels de ce que sont les particules et ce que c'est l'univers que l'on voit, c'est-à-dire qu'on voit de l'univers, on dit il y a des particules, des protons, des électrons, des machins. On essaye de voir si le même genre de choses, mais sous d'autres formes, pourrait exister. Ça fait maintenant 20-30 ans qu'on les cherche, ce truc-là, on ne l'a pas trouvé. Alors, ou bien on ne l'a pas trouvé parce que, il faut encore chercher, et beaucoup de gens continuent à chercher, ou bien il y a une fausse piste, un peu comme je disais pour la notion de force tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on cherche dans une direction qui est un cul-de-sac, mais un cul-de-sac presque idéologique, un cul-de-sac de point de vue de physique théorique, qui fait qu'on n'est pas dans la bonne direction et que ce qu'on appelle la gravité n'est peut-être pas exactement ce qu'on pense et qu'il suffit de changer quelque chose. De même que le fait qu'on dise que l'univers est en expansion, je ne vais pas m'expliquer ici, on n'a pas le temps sûrement pour ce que ça veut dire, mais que les étoiles ne sont pas fixes et les galaxies ne sont pas fixes, mais que c'est comme un grand pudding qui est en expansion. Pourquoi c'est en expansion? Qu'est-ce qui fait que ça bouge? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Donc il y a des gens qui disent, mais il y a une énergie particulière, ce qu'on appelle l'énergie du vide, qui est là et qui est importante depuis le début. C'est une construction purement théorique, qui n'a pas de matérialisation observationnelle. Donc on en est exactement à ce carrefour-là. Au carrefour, on se dit, avec les outils de la physique actuelle, on ne peut pas tout expliquer parce qu'il manque une grande chose, 95% de la matière, mais il se peut que ça ne soit pas de la matière. Je ne suis pas sûr que je réponde vraiment à ton interrogation, mais bon. Merci. Une autre question. Bonsoir, merci pour votre exposé, très intéressant, merci de nous éclairer. J'avais une petite question, vous avez fait référence à une émission que vous avez écoutée ce matin avec Christine Ockrent. Vous avez parlé de l'Europe, de la défense, et vous parliez plutôt de coopération. Pouvez-vous développer ce que vous voulez dire par là, la coopération? Merci. Oui, bien sûr, mais... Non, oui, bien sûr, je pourrais le développer, mais beaucoup d'autres pourraient le faire. Je ne suis que scientifique. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la science et l'astrophysique nous donnent une certaine vision de ce que nous, on peut appeler coopération. Mais ce mot-là aussi, on sait très bien qu'il a différentes significations. Et la bonne question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait appeler une coopération qui règle les problèmes des enjeux? Et ça, c'est une vraie bonne question. Parce qu'aux États-Unis aussi, ils parlent de coopération. Ils coopèrent avec l'Europe sur telle ou telle chose. Mais la coopération, c'est diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'on a un projet et on le partage. Vous payez ça, nous on paye ça. Donc on paye moins, on coopère. On fait de la coopération, on opère en même temps. C'est pas ça que moi je conçois comme coopération. Coopération veut dire qu'on est capable d'échanger des choses qui peuvent être de nature éventuellement très différente. Pour l'instant, la coopération, c'est technique contre technique, ou ceci contre ceci, mais toujours du même niveau. On ne nous engage, nous scientifiques, à ne coopérer qu'avec des gens qui ont des modes de travail, des modes, etc., semblables aux nôtres.
Mais la coopération, ça peut très bien être d'échanger une avancée technologique contre de l'histoire, du patrimoine culturel, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs acquises par une société. La technique n'est pas au-dessus du reste en mettant c'est essentiel et puis le non essentiel, c'est la culture. On peut très bien considérer que la Chine ou le Japon ont beaucoup de choses qui seraient utiles pour nos propres développements, qui ne sont pas du domaine simplement des semi-conducteurs. Donc la notion de coopération, et j'en dirai pas plus, elle est fondamentale en ce sens où elle permet d'envisager des rapports entre les gens qui sont basés sur des échanges mutuellement intéressants, mais respectueux de l'histoire en particulier, de ce que représentent ces choses-là, et pas simplement de faire des échanges de troc de même valeur sur une base purement marchande. Donc oui, il faut de la coopération. Alors pourquoi ça, c'est de nature à régler les problèmes? Ça sera un autre débat, mais ce que je peux dire, simplement pour le redire, c'est que je suis sûr que l'Europe de la défense, non seulement elle ne réglera pas, mais elle aggravera les choses. Et si on pense réellement à la nature des enjeux avec responsabilité, on s'aperçoit que ce n'est pas par la force qu'on gagnera, ce n'est pas en reconstruisant des blocs. On a eu assez de mal à les voir disparaître. Il ne faut pas faire reconstruire des blocs, il faut au contraire que chaque pays, ou groupe de pays, on peut le faire à 2 ou 3, mais pas l'Europe en tant que telle vis-à-vis de la Chine ou je sais pas, ou de Poutine, comme on dit toujours. Non. La France a des atouts personnels par son histoire avec tel ou tel pays, qu'elle utilise ça pour avoir des relations de coopération réellement importantes, mais mutuellement compris comme intéressants. Dernière question dans la salle. En fin d'année 2021, décembre, vous m'entendez bien, va être lancé le James Webb en décembre 2021. Je voulais vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que va nous apprendre ce nouveau satellite? Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début. Alors, en fin d'année 2021 va être lancé le James Webb, qui va pas remplacer, mais qui va compléter le travail que faisait Hubble. Et je voulais savoir ce que vous pensez ce que ça va nous apporter comme connaissance. Alors, je traduis à nouveau d'un mot. Il se trouve que dans quelques mois, en décembre, si tout va bien, une fusée Ariane, d'ailleurs, va mettre dans l'espace un télescope géant, comme un grand robot, un télescope qui fera la même chose que le télescope de Hubble en mieux. Donc c'est une nouvelle génération de télescopes comme ça, et la question c'est qu'est-ce qu'on peut espérer de ce genre de télescope. Quand on regarde ce que le télescope Hubble a fait par rapport aux espoirs qu'on y mettait avant, on s'aperçoit que c'est incommensurable, c'est énorme. Et il se trouve que le nouveau télescope a non seulement les capacités de Hubble, mais il a d'autres capacités dans d'autres domaines de longueur d'onde, dans des domaines encore inexplorés réellement. Et donc, ce que je dirais, c'est que le champ de la découverte est probablement actuellement insoupçonné. Donc, on a quelques thèmes sur lesquels on sait qu'on veut utiliser ce télescope, en particulier tout ce qui est les exoplanètes, les planètes ailleurs, de quoi elles sont faites, etc. Donc, on va aller regarder tous ces objets-là. On veut regarder l'espace profond par rapport à la notion de dynamique de l'univers. Plus on regarde, il faut bien voir une chose, plus on regarde loin dans l'espace, plus on analyse quelque chose de très ancien, ce que les gens ont du mal à réaliser. Quand vous voyez quelque chose, si vous m'entendez, c'est quelque chose qui est parti de ma bouche jusqu'à moi. Si vous me voyez, c'est qu'il y a une information qui est venue. Donc vous recevez de l'information qui n'est pas contemporaine du moment où vous la recevez, mais contemporaine du moment où je l'ai envoyée. Quand vous regardez le soleil, vous le voyez comme il était quand son information est partie, 8 minutes avant. Quand vous voyez le soleil qui se couche, en fait, il s'est couché il y a 8 minutes. Donc plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous recevez une information partie il y a longtemps, donc vous auscultez l'univers de plus en plus ancien. Avec ce télescope-là, on espère aller non pas à l'instant zéro, ce qui n'a pas de sens, mais reculer encore l'échelle de temps qui nous permet de scruter l'ensemble de l'évolution de l'univers. J'ai 2 petites questions. C'était la dernière. Hein. Ouais, mais j'en ai 2, moi. Une question de Béotien, encore une fois, et une question absurde. Comme ça, tu pourras m'engueuler, c'est bien. La question de Béotien, ça m'est venu tout à l'heure quand tu parlais. La physique quantique, c'est une révolution, ça te sert, toi, dans ta discipline parce que moi, j'y comprends rien, évidemment. Bon, je vais te répondre. Et la deuxième question, c'est... C'est une question plus intime. Sur la première question, la notion de révolution d'abord. Je l'avais déjà dit ici, je pense à peu près tous les ans. Il faut que les gens acceptent l'idée qu'une révolution, ça ramène au point de départ. Une révolution, c'est un tour complet. Et on ne souhaite pas que les révolutions qu'on va faire ramènent au point de départ. Et on sait que la plupart des révolutions qui ont eu lieu, elles ont ramené au point de départ. Donc,
Je suis contre la notion de révolution de ce point de vue-là. Oui, chef. Ouais. Non, non, mais c'est bizarre que personne ne s'en prenne. La sémantique n'est pas toujours que de la sémantique. Hein. Il faut... Alors, est-ce que ça a été une révolution? C'est pas une révolution au sens à nouveau. Oui, c'est un changement fondamental de la vision de ce qu'est la matière dont on parlait tout à l'heure. Cette physique quantique, qui est de la physique qu'on appelle encore de la physique moderne, alors qu'elle a plus d'un siècle, enfin elle a un siècle exactement, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Est-ce qu'on peut vivre sans la connaître? Oui, individuellement, tu peux ne pas savoir ce qu'est la physique quantique, mais l'essentiel de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu utilises avec tes micros et le GPS, utilise la physique quantique. Donc la physique quantique est présente partout. Simplement, ceux qui la manipulent utilisent des concepts relativement ingrats à manipuler, et donc on peut vivre sans le savoir. Et si tu me demandes à la fin, est-ce que moi j'utilise tous les matins? Je l'utilise comme tout le monde dans ma pratique quotidienne, mais je ne l'utilise pas pour interpréter directement, pour interpréter les données que j'observe. Voilà. Alors la question absurde, tu t'es rapproché des idées communistes parce que tu es devenu scientifique et astrophysicien, ou le contraire? Écoute, je n'ai jamais posé la question, c'est une question qui est longue, donc je répondrai l'année prochaine. Si je suis invité, mais peut-être que ce que je pense d'ici là fera que je ne serai pas invité l'année prochaine. Jean-Pierre Vibring. Un grand merci, Jean-Pierre. Merci.